Ok, on va passer, donc on va donner la parole à Didier sur le point suivant, vote du budget. Voilà, donc je vais vous parler un peu de budget. J'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous à supporter. Vous aurez le droit de jouer avec le boîtier après. Voilà. Donc déjà un petit rappel sur le périmètre dont je vais vous parler. Là, vous retrouvez de façon schématique l'organigramme, si je puis dire, des entités liées à la SOS. La SOS, ça comprend des activités sectorisées et des activités non lucratives, donc les activités principales de la SOS, j'y reviendrai très rapidement. Les groupes et promos sous égide, mais vous savez qu'on ne fait que les comptabiliser à l'arrêté d'exercice et on ne se mêle pas de leur gestion, donc on ne va pas se mêler de leur budget non plus. Et puis, on a 3 filiales donc, que vous trouvez en bas, Arts et Métiers Accélération, Club Iéna et Arts et Métiers Multimédia. Donc, je ne parle que du budget de la SOS, c'est la partie encadrée que vous trouvez sur le slide. Un petit rappel sur 2018 et puis les exercices précédents. On est là pour parler du budget 2019, donc je ne vais pas parler de l'arrêté des comptes 2018, on va déjà attendre que l'année se termine. Simplement, en termes de rappel, ce que je voulais souligner dans la partie basse, c'est le taux de financement de nos activités sur les années passées, taux de financement par les cotisations et ce qu'on appelle les versements volontaires, ce qu'on appelait dons, mais on va parler maintenant côté SOS de versements volontaires pour ne pas créer de confusion avec la donation, avec les dons qui sont faits à la fondation. Mais cotisation plus versement volontaire, ce qu'il faut retenir, c'est que ça finance moins de 50% de notre budget de fonctionnement. Le reste a été financé comment? Tout simplement par les produits financiers sur les exercices antérieurs. Donc c'est bien, mais ce que soulignait Jean-Marie dans son message, c'est risqué, puisqu'évidemment les produits financiers varient d'une année à l'autre. Et vous savez, si vous suivez un peu la bourse, qu'au niveau international actuellement, ce n'est pas très bon. Voilà. Alors comment est-ce qu'on a bâti le budget? Jean-Marie l'a évoqué tout à l'heure, on a démarré en mars déjà par un point en comité sur une vision un petit peu dans le rétroviseur, les 10 exercices antérieurs. Un certain nombre de nos camarades nous avaient fait des suggestions en ce sens et des analyses en ce sens. On s'est appuyé dessus pour regarder un peu ce qui s'était passé dans les exercices antérieurs et se dire, on va essayer d'en tirer une leçon pour la suite. Voilà. En juin, le comité a été saisi par le bureau avec des premiers éléments de réflexion sur la stratégie financière. On a appelé les membres du comité à contribuer, ce qu'ils ont fait dans l'été, très gentiment. Ils ont accepté de poser le pastis sur la table et de rédiger des contributions qui nous ont été très utiles et qui nous ont permis d'avoir un débat d'orientation budgétaire en septembre, débat qu'on a voulu mettre dans une perspective à 3 ans. Il est important. Alors, on pourrait mettre une perspective à 10 ans, mais enfin, ça n'engagerait pas personne que de mettre 10 ans. Mais 3 ans, ça nous paraît raisonnable pour avoir une forme de trajectoire. Sur ces bases, le comité s'est exprimé. On a voté sur un certain nombre de propositions en comité, et ça nous a permis d'aller au conseil d'administration en octobre avec un projet de budget présentant des options. Et le conseil d'administration s'est exprimé, a voté sur ces options. On a choisi. Et c'est sur ces bases que on est arrivé à un document qui reflète le résultat de ces travaux depuis le printemps et des décisions qui sont proposées. Donc ce schéma-là, on pense le reproduire chaque année. Alors évidemment, on ne refera pas l'histoire chaque année, les 10 années passées, ce n'est pas nécessaire, mais il est important que les instances de la SOS, la gouvernance qui est en place maintenant, de par les statuts, puissent travailler. Bien sûr, le bureau est là pour apporter des impulsions autant que nécessaire et ces contributions, mais tous les membres, notamment du comité, sont sollicités. Donc le résultat, ça a été un document, alors 35 pages. Pour les soirées d'automne, c'est bien, ça meuble un peu. J'espère que vous avez pu le lire.
Si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous le reprocher, hein, évidemment. Je vais uniquement aller à des éléments de synthèse. Mais simplement, sachez que ce document, il a vocation à tracer un petit peu les orientations et permettre une appropriation par tous les membres de notre communauté, pas seulement ceux qui viennent à l'Assemblée générale, mais tous nos camarades sociétaires. Un point important, la SOS, ce n'est pas une entité financière, c'est une communauté. Et cette communauté, elle porte des valeurs, elle a des objectifs. Les grands objectifs que vous trouvez là sont ceux que vous trouvez à l'article 1 de nos statuts. Si vous reprenez l'article 1 de nos statuts, ça fait une page et demie, c'est par grand thème, et vous retrouvez ces grands thèmes ici. Donc le budget doit être construit pour servir ces objectifs, et ça a été un élément important de la réflexion qui était menée au comité d'ailleurs, et qui doit nous animer dans la mise en œuvre de ce budget. On n'est pas là pour faire du résultat, entre guillemets, mais on est là pour répondre à des objectifs et servir les valeurs qui nous animent. Quelles orientations budgétaires on a pris? La première, c'est de dire on investit, on a des besoins d'investissement. Ça a été fait par le passé et on doit continuer d'investir dans un certain nombre de domaines. On vous présente 3 propositions aujourd'hui et pour la suite, pour les exercices ultérieurs, vraisemblablement, il y aura d'autres propositions qui seront construites. Mais on veut distinguer l'investissement du fonctionnement. Donc déjà investir, pourquoi? C'est pour améliorer le fonctionnement de la communauté et apporter des services de qualité à tous nos membres. 2, dans la trajectoire budgétaire, on doit intégrer des évolutions prévisibles. Pour citer un exemple, on accorde des bourses à nos jeunes camarades à l'école pour aller étudier à l'étranger. Vous savez qu'avec le cursus d'enseignement, ils vont maintenant systématiquement passer un semestre à l'étranger. Et donc, ça impose qu'on réfléchisse à ce mécanisme d'accompagnement et qu'on le construise. 3e sujet, il faut qu'on maîtrise nos dépenses de fonctionnement. Il n'y a pas de dépenses exorbitantes, il n'y a pas de... je dirais, on ne dépense pas à tout va, mais on doit quand même maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Typiquement, vous l'aurez vu notamment dans le document, on s'est penché sur nos frais de déplacement, nos frais de réception. C'est normal qu'on en ait. Par exemple, hier soir, il y avait une réception pour le ravivage de la flamme. Mais par exemple, les déplacements, on peut modérer ces frais-là en développant, par exemple, l'utilisation des moyens de communication, travailler en conférence téléphonique ou en visioconférence. Typiquement, ce type d'exemple. Voilà. L'objectif aussi qu'on a, c'est d'essayer de revenir dans les 3 ans à un budget de fonctionnement quasi équilibré. Le quasi équilibré, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Ce n'est pas un strict équilibre, mais un quasi équilibre que l'on vise. Et dernier point, c'est désensibiliser notre budget vis-à-vis des produits financiers. C'est bien d'en disposer, sauf que quand on n'en a pas, on a un problème. Voilà. Donc il faut essayer de se désensibiliser par rapport à ça. Donc dans le budget qui vous est proposé, on distingue bien investissement et fonctionnement. 3 opérations d'investissement qu'on vous propose. Une première qui est la refonte du système d'information. On a un système d'information qui est riche, qui est dense, qui est le fruit de travaux successifs, d'investissements de nos camarades au travers du temps, mais un système qui, du fait de ces accumulations d'outils successifs, représente aujourd'hui un ensemble assez complexe à exploiter, avec des coûts qui sont quand même significatifs, et surtout qui ne nous projettent pas dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on le voit, les outils de télécommunication, des réseaux sociaux, etc., tout ça apporte des fonctionnalités qui sont nécessaires pour le futur, quelles que soient les générations d'ailleurs. Il n'y a pas que pour les jeunes, pour les réseaux sociaux, les anciens les utilisent aussi. Donc on a un besoin de refonte de ces systèmes d'information. Et donc ce qu'on vous propose, c'est d'entamer en 2019 l'étude préalable, le cahier des charges, avec le recensement des besoins. En analysant ces besoins, on ne va pas prendre toutes les idées, on recense les vrais besoins, d'établir ce cahier des charges et de consulter. Et sur ces bases, on reviendra devant l'Assemblée générale pour décider de la mise en œuvre avec le calendrier, les coûts, l'analyse de risque nécessaire, puisque tout projet présente des risques et il faut présenter cette analyse de risque dès le départ pour qu'on sache comment on les maîtrise.
Donc, premier sujet en 2019, une tranche qui est donc études et cahiers des charges qui représente 150 000 € que l'on propose d'investir en première étape 2019. Deuxième sujet d'investissement, les technologies de communication. On a un certain nombre de manifestations, par exemple les groupes professionnels, des réunions qui ont lieu à Paris aussi, mais pas qu'à Paris, en province aussi. Comment faire qu'au sein de la communauté, on puisse à distance participer à la vie de la communauté et à ses travaux. Pas uniquement le comité en conférence téléphonique, mais bien les manifestations. Et donc notre proposition, c'est d'investir en 2019 100 000 €, c'est de l'investissement, en équipements qui nous permettent de nous doter, pas seulement à Iéna, mais aussi déjà dans de premiers groupes territoriaux, d'équipements qui permettent d'interfacer, de travailler à distance. On peut imaginer dans le futur, pas maintenant, ça nécessiterait des modifications statutaires, mais on peut très bien imaginer dans le futur une assemblée générale avec des sites associés à un site central, de façon à ce que nos camarades sur le terrain puissent participer. Le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas que Iéna, si je puis dire, que l'ensemble de la communauté soit mobilisée et que des événements dans des territoires puissent être partagés sur d'autres sites. Troisième, donc sur cette tranche d'investissement, on prévoit de dépenser 100 000 € en valeur plafond, c'est un plafond, en 2019. Troisième sujet, la modernisation de nos locaux à Iéna. Vous savez que ce niveau-là, le rez-de-chaussée et le premier étage sont exploités par notre filiale Club Iéna. Nous sommes en bureau au second, troisième et quatrième. Ces locaux sont bien, sont des locaux anciens, pas toujours très adaptés pour les salariés qui y travaillent. Et surtout, ce qui nous paraît aussi important, c'est qu'on est un espace d'accueil pour nos camarades sociétaires qui viennent à la SOS, notamment les provinciaux qui viennent à Paris, qui puissent venir s'y poser, trouver un lieu où travailler entre deux réunions, rencontrer les services de la SOS et faire qu'ils se sentent chez eux. Parce qu'ici, chaque camarade est chez lui. Voilà. Donc, on veut commencer une étude. À ce stade, ça ne coûtera rien parce qu'il y a Michel Collet, dont le taux horaire n'est pas très élevé, puisqu'il est 0, qui accepterait de lancer cette analyse si l'Assemblée générale en est d'accord, et qu'à la suite de cette analyse, on puisse revenir devant l'Assemblée générale avec une proposition d'un projet avec un coût, un calendrier, une analyse de déploiement. Donc, certes, c'est un projet qui ne coûte rien au départ, mais il est important qu'il y ait une décision d'y aller. C'est ce que l'on vous propose de faire. Dans le budget de fonctionnement, qu'est-ce qui nous a guidés? Bien sûr, la mise en œuvre de mesures d'économie de fonctionnement. Je les ai évoquées, notamment sur les frais de déplacement et de réception. Il y a aussi la masse salariale. Il y a une réduction des dépenses, j'indique, à charge de la SOS. Pourquoi? C'est parce que vous avez des dépenses, des postes qui, bien sûr, engagent des dépenses, mais qui ont des recettes propres. Je vais prendre un exemple. Les groupes professionnels organisent des manifestations. Ils ont des dépenses, mais ils encaissent des recettes à côté. Et donc, ce que l'on regarde, c'est ce qui reste à charge de la SOS. Et donc, on a regardé dans certains domaines, notamment les groupes professionnels et le CLENAM, comment diminuer ce qui reste à charge de la SOS, c'est-à-dire augmenter l'autofinancement des activités. Troisième sujet dans le domaine du fonctionnement, c'est l'augmentation des ressources récurrentes. Donc, augmentation des ressources récurrentes, je ne vais pas tourner autour du pot, ce sont les cotisations, bien sûr. Il y a aussi les versements volontaires que font les camarades. Et puis, il y a aussi, même si on peut penser que ça n'est pas récurrent, mais il y a quand même un flux récurrent, les legs dont on bénéficie. On reçoit régulièrement des legs de nos camarades. Vous savez que notre reconnaissance d'utilité publique nous permet de recevoir des dons et des legs. Et donc ces legs, il ne faut pas simplement être, je dirais, un réceptacle financier. Il faut bien sûr avoir une équipe qui anime cette démarche-là. Il y a un de nos camarades qui s'en occupait, qui est Michel Zaquin, et qui est malheureusement décédé au printemps.
qui avait fait un gros travail dans ce domaine. Là, on a reconstitué en coordination, en accord avec la Fondation, une petite équipe de 3 camarades qui agiront à la fois pour la Fondation et à la fois pour la SOS, pour expliquer tous les mécanismes fiscaux liés aux legs, parce que tout le monde n'est pas, je dirais, féru des dispositions fiscales, pour expliquer à nos camarades ou à leurs familles, à leurs proches, ce que l'on fait de ces legs. Ce n'est pas simplement pour rentrer dans un budget. C'est pour servir des intentions, et s'ils l'ont fait vis-à-vis de la SOS, c'est pour servir la communauté. Donc il faut savoir leur rendre compte. Et puis le troisième point, c'est pour gérer, bien sûr, tous les mécanismes associés à des legs, parce que vous savez que les procédures sont un peu longues, avec le travail avec les notaires, la gestion de biens qu'il faut mettre en vente, etc. etc. Donc on souhaite avoir, je dirais, une petite équipe qui agisse dans ce domaine et qui soit acteur régulier du sujet. Et puis, dernier point, c'est l'amélioration de l'équilibre de nos sources de financement. Ça reboucle un peu avec ce que je viens de dire. Les dépenses, donc je ne vais pas vous présenter de tableau détaillé. Enfin, si vous voulez un tableau, j'en ai un en annexe à la fin, mais j'ai pitié de ceux qui sont au fond de la salle. Donc, je préfère présenter en synthèse. Globalement, où est-ce qu'on dépense ? Il y a 3 thèmes. J'ai essayé de grouper les activités. Les activités en 3 thèmes. Le soutien aux élèves et à l'école. On dépense dans le budget 2019 27% de notre budget en coût complet. Coût complet, ça veut dire que j'ai réparti les charges informatiques, par exemple, sur ces dépenses. 27% pour le soutien aux élèves et à l'école. 31% pour la vie de la communauté. Vous voyez, j'espère que vous arrivez à voir de loin où je peux résumer, mais les groupes professionnels, les DP, les jeunes promos, les groupes territoriaux, l'action internationale, etc. Et puis, 43% en service aux sociétaires et à l'entraide, avec dans les services aux sociétaires, le pôle carrière, l'entraide, bien sûr, que j'ai cité, le CLENAM, le REXAM, les relations sociétaires, les congrès, le cercle de La Rochefoucauld. Ça donne un peu une idée de la répartition des dépenses que l'on vous propose de faire dans le budget 2019. Je ne vous ai pas mis les exercices antérieurs, mais on est à 1% près de variation au total dans la continuité. Si vous faites la somme, je devance la remarque, si vous faites la somme, vous allez trouver plus de 100%, 101%. Non, je devance la remarque, c'est tout simplement parce qu'Excel, dans le graphique, a arrondi, je ne vous mets pas les décimales. Mais voilà. Alors, nos ressources. Nos ressources, il y a 2 sujets. Augmenter le nombre de cotisants. Augmenter le nombre de cotisants parce que, évidemment, c'est important, c'est ce qui fait une ressource récurrente pour la SOS. Pour ça, Yves, tu peux me projeter petit graphique ? Tu sais, pour aller cliquer sur le petit bouton là à droite. Voilà. Ça, c'est juste pour vous donner un point de situation. Vous trouvez dans cet histogramme les petites barres rouges, avec l'échelle qui est à gauche, c'est le nombre de sociétaires par année de promo. Et la courbe, avec l'échelle de droite en violet, qui est plafonnée à 100% évidemment, c'est le pourcentage au sein d'une année de promo, le pourcentage de Gazar qui sont sociétaires. Donc si on prend, là c'est fin 2017, si on prend le nombre de camarades sortis de l'école, qui sont encore de ce monde, bien sûr, on en trouve 52 000. Combien sont sociétaires ? 33 000 et quelques, 34 000, j'aime bien ce chiffre, c'est voilà, mon numéro de famille, mais j'ai arrondi à 34 000, donc il y a un gap, évidemment. Alors je ne dis pas qu'on va retrouver 18 000 camarades comme ça. Par contre, quand vous voyez la courbe s'effondrer, quand on part de la droite, là, c'est les conscrits, les juniors, puis sortis du Tabines. La courbe s'effondre, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils décrochent, ils ne payent plus leurs cotises, et on les a perdus. Et aller les retrouver, c'est très compliqué. Donc, on a un vrai sujet, c'est d'aller motiver nos conscrits,
leur faire ressortir les enjeux de la SOS. Qu'est-ce qui nous anime, hein? Ce n'est pas de leur dire payer la cotise. Si c'est ça, ce n'est pas une belle motivation. Voilà. Donc on doit d'abord mettre en avant nos motivations. Yves, si tu peux revenir, tu recliques sur le petit bouton. Voilà. Voilà, donc, premier sujet, montrer à nos conscrits ce que représente la SOS, qu'est-ce qui nous anime, renforcer l'attractivité de notre communauté. Deuxième sujet, fidéliser les sociétaires. Fidéliser pour éviter qu'on ait des radiations. Éviter des radiations, c'est important parce qu'on en a chaque année et c'est dommage. Et on en perd tout bêtement parce qu'ils ont déménagé et puis voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont oublié de cotiser, ils ont laissé le papier sous la pile et puis au bout de 3 années, la 4e année, ils sont radiés et c'est dommage aussi. Donc on a un vrai travail, mais pas seulement d'aller les appeler pour leur dire il faut payer ta cotise, mais leur rappeler qu'ils font partie d'une communauté, qu'on a besoin de leur investissement personnel en temps, en énergie, en participation à la vie de la communauté. Troisième sujet concernant le nombre de cotisants, il y avait eu une décision en 2011, en Assemblée générale, de décaler le nombre d'annuités pour être membre à vie. Membre à vie, ça permet, dans l'application actuelle, de ne plus payer de cotisation au-delà de 41 ans. Donc ça avait été décidé en 2011 en disant, en 2012, on passe de 40 à 41 ans, et ensuite, tous les 2 ans, on augmentera d'1 an. Ça s'est fait une fois, ça ne s'est pas fait 2. Si on l'avait fait, on sera à 44. Bon, c'est dommage, ça n'a pas été fait. Donc ce qu'on propose, c'est d'appliquer ce décalage en le faisant d'1 an par an jusqu'en 2022, si je ne me trompe, pour aller au maximum à 45 ans. Certains camarades m'ont dit, oui, mais mécaniquement, ceux qui étaient à 41 ans, à 40 ans, qui allaient passer à 41 en 2019, ils vont décaler d'1 an par an et ils attendront 45. C'est vrai, c'est vrai. On me dit, mais pourquoi vous ne passez pas à 45 tout de suite? C'est tout simplement parce qu'on ne va pas faire de rétroactivité. Ceux qui sont devenus membres à vie, on ne va pas leur dire, au fait, tu étais membre à vie, mais tu ne l'es plus. Ça, voilà. Donc ça, ce sont les mesures qu'on vous propose qui vont jouer sur le nombre de cotisants. L'autre sujet, c'est la cotisation en elle-même. La cotisation, actuellement, vous avez un appel à cotisation, vous pouvez la payer par chèque, par virement, hein, et vous pouvez payer par prélèvement trimestriel. Ce qu'on propose, c'est de déployer en 2019 la notion de prélèvement mensuel. Le prélèvement mensuel, alors, ce n'est pas parce qu'on veut appliquer les dispositions qui vont s'appliquer en 2019 dans le domaine fiscal sur le prélèvement mensuel de l'impôt, mais c'est l'idée de lisser la charge de la cotisation. Quand vous prenez une cotisation qui est à 9 € par mois, ça reste supportable, je pense, dans un budget. Et surtout, pour ceux qui oublient, comme il y a un prélèvement mensuel qui se poursuit tant qu'on ne décide pas de l'arrêter, on ne perd pas ses sociétaires. Accessoirement, mais ce n'est pas très accessoire quand même, ça nous diminuera nos coûts de recouvrement et de relance sur les cotisations. Deuxième point sur les ressources, c'est l'augmentation de la cotisation. Je rappelle qu'en 2012, enfin en 2011 pour 2012, avait été prise une décision qui était de baisser la cotisation. Elle passait de 120 à 95 €, 120 € hors revue, hein, pour rester en valeur comparable. Elle est passée à 95 € avec l'idée que ça augmente le nombre de sociétaires. Le nombre a augmenté progressivement, quoi qu'il en soit. Ceci étant, la cotisation n'a pas bougé. Vous le savez comme moi, l'inflation, elle existe quand même. Mais même si elle a été faible, si on avait appliqué l'inflation depuis 2012, la cotisation aurait été à peu près à 100 € cette année et à 102 € l'an prochain. Donc le fait de ne pas actualiser nous fait indirectement perdre une ressource, puisque nos dépenses, elles sont bien actuelles. Donc la cotisation, après débat en comité et décision, choix du conseil d'administration, on vous propose de passer cette cotisation à 108 €. C'est plus que la simple actualisation depuis 1995, bien sûr, puisqu'on devrait être à 102. C'est 108 €. Si on le rapporte à un prélèvement mensuel, c'est 9 € par mois. Voilà, le 108 est calculé en fonction du prélèvement mensuel. Voilà. On aurait pu mettre 107, 109,
Mais après, gérer les décimales, c'est pas sympa pour nos camarades. Voilà. Alors on pouvait monter plus, bien sûr. Roger évoque 120, mais le débat, et on a tenu à respecter le débat des membres du comité et leurs propositions. Les membres du comité n'ont pas souhaité qu'on monte une marche trop élevée, mais que déjà on travaille beaucoup plus en parallèle sur les objectifs de la SOS, sur ce qui motive la vie de notre communauté et qu'on explique cette cotisation. Autre point, c'est d'inciter les membres à vie à un versement volontaire. 5400 membres à vie, il y en a un tiers qui donne quelque chose. Voilà. Donc l'idée, c'est d'inciter nos camarades, membres à vie, à verser volontairement à la SOS pour participer à la vie de la communauté. Bien sûr, ils peuvent verser à la Fondation et bénéficier de dispositions fiscales, comme tous les camarades, pas que les membres à vie. Mais ils font partie d'une communauté qui est la SOS, et c'est important qu'ils puissent y apporter leur contribution à la mesure de leurs moyens. Et donc, on va inciter les membres à vie à un versement volontaire. J'ai noté, pour respecter le débat qui avait eu lieu en comité et la décision qui a été votée en conseil d'administration, en comité, il avait été proposé par des membres du comité d'instaurer une cotisation d'un niveau peut-être réduit, par exemple une demi-cotisation, pour les membres à vie. Parce que membre à vie ne veut pas dire qu'on ne paye pas de cotisation. Ce n'est pas un principe. Enfin, dans les autres alumni, les membres paient tous une cotisation. Mais là, ce qui était proposé au comité était soumis à un vote du conseil d'administration, et le vote en conseil d'administration a, à une courte majorité, refusé cette instauration de cotisation en disant on va privilégier l'incitation du versement volontaire. Dernier point, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, structurer l'action de promotion des legs. L'impact tel qu'on l'a prévu, alors le point d'interrogation, excusez-moi, c'est un défaut de transfert de fichiers, je pense. L'impact en 3 ans, on pense très raisonnablement qu'on peut augmenter de 2000 cotisants en 3 ans. Ce n'est pas du tout insurmontable, c'est tout à fait réalisable. Bien sûr, on visera de faire plus, mais on doit s'activer fortement dans ce domaine. L'impact financier pour l'année 2019, c'est une augmentation de nos ressources de 350 000 euros par rapport à 2018, par rapport au budget 2018 en termes de ressources. Globalement, alors ce graphique, je vous l'explique parce que de loin, ce n'est pas forcément facile à lire. En bleu, vous trouvez les dépenses de chaque année. J'ai rappelé 2016, 2017, 2018, le budget, et puis 2019, 20 et 21. En bleu, donc, en partie basse, c'est négatif, les dépenses. En vert, en haut, les ressources récurrentes, c'est-à-dire cotisations, versements volontaires et legs. Et puis en rouge, l'écart de financement, qui, pour les années passées, a été compensé par des produits financiers. 2016, par exemple, 3,7 millions de dépenses, 1,8 million de ressources récurrentes, et donc un appel à des produits financiers qui est, vous le voyez, un peu plus de 50% des dépenses. Ben, c'est parce que AMA, je voudrais rester dans un périmètre constant, et donc il y a eu un épisode de dépenses AMA qu'on aurait peut-être dû traiter différemment comptablement, mais c'est facile de lire après. Je ne veux pas critiquer là-dessus, mais pas une seconde d'ailleurs. Mais je préfère qu'on ait une vision comparable des choses d'un exercice à l'autre. De la même façon que quand il y a eu un versement fait pour la maison, pour la résidence de Paris, qui représentait 2 millions, je ne l'ai pas mis dans le graphique, ce n'est pas la peine d'avoir des choses non comparables. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif que l'on a, vous le voyez avec le trait bleu, avec l'histogramme bleu, on vise, par rapport à 2018, de diminuer nos dépenses. On passe de 3,1 millions à 2,9 millions, 200 000 euros d'économie, en gardant nos objectifs et les objectifs de la communauté. C'est ça qui est important. En termes de ressources récurrentes, on passerait d'1,6 million à 1,994 million, on va dire 2 millions donc de ressources. Et donc,
le déséquilibre de financement, l'appel à des produits financiers, passerait d'1,5 million à peu près en 2018 à 900 000 € en 2019. Et vous voyez dans la trajectoire à 3 ans qu'on arrive en 2021 à un appel à des produits financiers de 459 000 €. On va en dire 460, et je ne m'engage pas sur la précision des 460 à 3 ans, mais ce déséquilibre est normal. Or, pourquoi il est normal? Tout simplement parce que ceux qui nous ont fait des donations ou des legs l'ont fait avec certaines intentions, qui sont notamment l'entraide, ou bien le fait de donner des bourses à nos jeunes camarades à l'école pour aller étudier à l'étranger. Donc ces actions d'entraide ou bourse doivent être financées par ces placements qui ont été faits venant de ces dons ou ces legs. C'est normal. Et les 459 000 €, 450 000 ou 460, on arrondit comme on veut, c'est en gros la somme de ces dépenses que l'on fait chaque année pour les bourses, pour l'entraide, pour des sujets de ce type-là qui correspondent à l'intention des donateurs. On n'est pas là pour capitaliser dans le principe, on n'est pas une entité financière, on est là pour servir des objectifs de la communauté. Non, attendez, il faut que tout le monde entende, c'est enregistré. Non, oui, après les questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions. Je termine mon intervention et on va aux questions après. Voilà. En conclusion, ce que je veux passer comme message, j'insiste là-dessus, c'est qu'on doit redonner du sens à notre cotisation. Je ne dis pas qu'on l'a perdu, hein, c'est pas ça. Mais je crois que simplement dire à un camarade, il faut que tu payes ta cotise, ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Et donc, il faut rappeler que ça sert des objectifs que j'ai rappelés là, l'école, le soutien aux élèves, l'entraide, les services dont peuvent bénéficier les sociétaires et la vie de notre communauté. Et je crois que chacune et chacun d'entre nous, on doit être un ambassadeur de la SOS et savoir porter ces valeurs pour expliquer à nos camarades. Parce qu'on pourra faire tous les mails de relance que l'on veut, si on ne sait pas faire passer ce message à nos camarades, ils ne cotiseront pas. Il faut une vraie motivation. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle simplement, et on va passer aux questions après, que vous aurez à voter sur 6 résolutions. 3 distinctes pour chacun des projets d'investissement dont je vous ai parlé, qui sont rappelés dans le document que vous avez eu. 3 liés au budget de fonctionnement, qui est l'approbation du budget de dépenses, le décalage de la durée de cotisation pour passer membre à vie, parce qu'il est prévu dans le règlement intérieur que ce soit voté en Assemblée générale, donc c'est le lieu. Et 3e sujet, c'est l'approbation du montant du budget de ressources et le montant de la cotisation plein tarif. Je vous épargne tous les tableaux que vous avez dans le document qui vous précisent tout le détail pour les jeunes promos, les membres associés, etc. Voilà. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Jean-Jacques Urban, ex-61. De par ma carrière, je suis particulièrement intéressé par tout ce qui concerne le système d'information. J'ai comme priorité cette année, entre autres, l'intelligence collective. Et je pense que nous pourrions utilement faire œuvre de preuve dans ce domaine en utilisant les derniers outils numériques les plus avancés. Ma question est, comment s'organise la mise en place du dispositif qui va conduire à l'aboutissement du cahier des charges de ce futur système d'information de l'association. Alors, donc sur le système d'information, bon, je vais résumer peut-être le petit couplet que j'ai mis dans le document sur le budget. Donc, si la décision d'aller sur ce projet est prise, le conseil d'administration sera appelé à nommer et désigner un chef de projet qui aura pour mission de recenser les besoins auprès de tous les acteurs concernés
et pas seulement les services de Iéna. Je pense que les groupes territoriaux, comme les promos, peuvent avoir des besoins que l'on se doit d'intégrer. L'objectif que l'on a aussi, c'est de s'appuyer sur des logiciels du commerce. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve un seul qui réponde à tout, mais en tout cas qu'on limite le nombre de logiciels et qu'on évite le développement spécifique dont on sait qu'il est coûteux dans la durée à maintenir. Après la mobilisation de compétences autour du projet, ce sera le rôle du chef de projet que de mobiliser des compétences parmi nos camarades autour du projet. J'ai l'impression que je n'ai pas répondu ou pas compris ta question, peut-être. Non, moi j'aimerais savoir plus précisément comment les différents anciens qui ont peut-être un peu d'expérience dans le domaine peuvent s'exprimer pour dire je suis prêt à consacrer une partie de mon expérience pour aider à l'expression de ses besoins et à la convergence vers des objectifs suffisamment clairs pour qu'effectivement le chef de projet soit guidé dans des limites claires et dans lesquelles il n'y ait pas de, je ne sais pas quoi, là, un truc qui part dans tous les sens. D'accord, excuse-moi, je n'avais donc pas bien compris ta question, j'y réponds. Là-dessus, à partir du moment où l'Assemblée générale décide le lancement de ce projet, parce que c'est soumis à votre décision évidemment, je pense qu'on pourra très utilement faire un appel à des candidatures un peu comme celle que tu exprimes, de camarades qui peuvent contribuer, donner du temps, apporter des idées et aider le chef de projet, parce qu'on n'aura pas un seul chef de projet tout seul qui trouvera toutes les solutions tout seul. Et donc bien sûr, on va le faire en mobilisant les compétences qui sont disponibles. C'est bien l'idée. Oui, non mais si tu... Oui. Mais on note que tu es volontaire, voilà, mais on lancera un appel pour les autres qui souhaitent et qui peuvent apporter du temps d'une façon ou d'une autre. Claude Nivoche, l'île 61. À propos des recettes, tu indiques 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million les années précédentes, uniquement de cotisations et dons. Mais il y a également des ressources récurrentes qui sont l'allocation des locaux à Club Iéna, à la Fondation. On ne les voit pas dans le chiffre. Ou alors il faut réduire de 500 000 € pour arriver à 1,3 million de cotisations, c'est ça? Non. Alors, je vous renvoie éventuellement, je vais essayer de faire simple. Dans le document d'arrêté des comptes déjà de 2017 qui vous a été soumis en avril, et je l'ai évoqué là aussi, il y a des postes de dépenses pour des thèmes analytiques, pour reprendre le terme comptable, pour lesquels on a des dépenses et on a aussi des ressources. Dans le cas, par exemple, de l'hôtel d'Iéna, on a des dépenses pour notre propre fonctionnement en termes d'activité. On a des ressources qui nous sont apportées par Club Iéna, qui nous louent les locaux, qui nous remboursent un certain nombre de charges. Et la balance, dans ce cas-là, est positive pour nous. C'est-à-dire le reste à charge de la sauce, entre guillemets, est négatif, c'est-à-dire on a une ressource. En gros, le différentiel fait un peu plus de 100 000 €. Et donc, là, j'ai parlé des ressources qui sont en fait les ressources communes. Les ressources communes, parce que les cotisations, je ne les affecte pas par thème analytique. Les versements, les dons, les versements volontaires, les produits financiers, c'est une ressource commune pour la SOS. Bien sûr, il y a des ressources détaillées, et pour cela, il faudrait que je vous projette, et je vais vous l'éviter, un compte de résultats pour vous faire une balance stricte des ressources et des dépenses. Et effectivement, tu trouverais beaucoup plus de ressources. On t'a cité Club Iéna, mais il y en a d'autres, parce que Arts et Métiers Multimédia occupe des locaux et on refacture cette location de locaux. Voilà, il y a des ressources de ce type-là. Mais là, j'ai gardé les ressources communes. Oui. Philippe Langlard, Lille 89. Un premier petit commentaire. Ce qui a été présenté, commentaire personnel, c'est du bon sens. On a vécu au-dessus de nos moyens en surfant sur une vague financière qui a toutes les chances de refluer. Et augmenter la cotisation, augmenter l'âge de la retraite, du passage en membre à vie, c'est un peu les mêmes logiques, et essayer de remobiliser la cotisation en insistant sur les valeurs.
commentaire, c'est du bon sens. Ma question, c'est est-ce qu'on a intégré, à mon avis, le vecteur pour mobiliser la cotisation? J'ai l'impression, jusqu'à présent, qu'on a beaucoup axé sur la promo. Il y a des promos qui marchent très bien et qui ont une vie intense. Il y a des promos qui ne marchent pas. On a beaucoup insisté sur les groupes professionnels qui sont beaucoup parisiens. Et c'est très difficile quand on est en province de participer à ce type de réunion. On a beaucoup insisté sur les carrés qui n'impactent que les groupes qui sont à proximité des centres, et dès qu'on est un petit peu éloigné, les carrés, ça nous passe complètement au-dessus de la tête. Pour moi, la maille essentielle, si on veut mobiliser la communauté, c'est ce qui se passe dans les groupes territoriaux. Et c'est uniquement s'il y a des groupes territoriaux actifs, dynamiques, qui arrivent à attirer et à donner du sens à la vie en communauté dans les groupes territoriaux, que ça me semble être le meilleur vecteur pour attirer des membres. Et les groupes territoriaux, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de choses qui étaient faites pour inciter à leur dynamisme. Il y a des groupes territoriaux qui vivent, il y en a qui vivent moins bien. Et il y a un maillon important qui est celui du délégué régional. Dans certaines régions, le délégué régional n'est peu présent, ne descend, remonte pas d'informations, il n'est pas visible des groupes territoriaux. Et l'axe essentiel pour aller dans ce sens-là me semble être d'insister sur les groupes territoriaux et sur le rôle des délégués régionaux. Oui, donc, oui, si. Je ne sais pas si on m'entend là. Oui. Donc, Joël Lempereur, Bordeaux 119, donc VP communauté intérimaire pour encore une certaine minute. Donc oui, il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler, nous y travaillons, et nous avons en particulier relancé le réseau de fidélisation. Et j'essaye de m'appuyer effectivement sur les délégués régionaux, ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille avec eux, je les tanne même assez régulièrement. C'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ça fait partie de la vie, c'est pas toujours aussi simple, mais on a demandé aux délégués régionaux de travailler avec tous les présidents de groupe pour que chaque groupe régional nous nomme un délégué à la fidélisation. Ce délégué à la fidélisation, il aura pour responsabilité d'animer la fidélisation dans les groupes régionaux, soit qu'il organise une petite équipe, soit qu'il fait des relances personnellement. Il aura tout un tas d'outils. Nous travaillons en ce moment à la mise à jour de tous les argumentaires qui sont disponibles sur le site de la SOS. Ils n'étaient pas tous à jour, on est en train de les remettre à jour. Nous sommes en train d'en finaliser un de façon un peu plus générale sur tous les sujets, j'allais dire un peu plus politiques, voire les difficultés qu'on a pu rencontrer pour donner des arguments à ces futurs délégués fidélisation pour qu'ils aient des informations sur ce qui s'est passé ou sur tout ce qui va se passer, mais aussi, ne nous voilons pas la face, il y a encore des questions sur quelques épisodes passés récents sur lesquels il faudra répondre. On essaye de travailler là-dessus. On a aussi, bien sûr, pour projet de travailler avec les délégués de promotion, avec les jeunes promos. Didier l'a évoqué, ça démarre au niveau du TABIMS. Donc, il y a effectivement un gros travail qui doit se faire, mais il est en chantier, on est en train d'y travailler, et on a vraiment réfléchi exactement à ce que tu viens de dire, et tu as raison. Alors après, les délégués régionaux, ils ont effectivement, dans certains cas, une activité, dans d'autres cas non. Ils ont des fois du temps, des fois un peu plus, un peu moins, et c'est un peu humain aussi d'avoir des différences dans le niveau d'implication. Ce qu'on essaye de faire, c'est pour les aider, ces délégués régionaux, c'est qu'on fait de la communication maintenant directement vers les présidents de groupes territoriaux. C'est-à-dire que quand je diffuse une information, par exemple, un compte rendu du forum des délégués régionaux que l'on fait avant chaque comité, et bien maintenant je le diffuse en direct au président de groupe de façon à activer, à accélérer l'information. Alors tout ça, ça prendra du temps. Voilà, les problématiques sont identifiées, les actions sont en ligne, ça prend effectivement un peu de temps, mais on va s'attacher à progresser. Voilà. Bien, merci. Je propose... la dernière question pour Marc. Merci, Joël. Dernière question. On doit passer au vote, hein, mais bon, deux questions, c'est tout. Hein. Marc, vas-y. Bon, d'abord, je voudrais remercier Didier du travail qui a été fait, du constat du diagnostic. Et ça aura échappé à personne. Et il ne fait que conforter ce que l'on avait entendu dans d'autres instances il y a de ça quelques mois. Ceci étant, Didier, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une contradiction dans le discours entre
le déclaratif qui consiste à revenir au quasi-équilibre de fonctionnement d'ici 2021. Page 31, je note moins 760. Donc le quasi-équilibre, je ne le vois pas. Même avec les financiers, les préfinanciers, les apports financiers, on est à moins 450. Alors tu me diras, c'est mieux que 1,5 million, mais page 31, je trouve qu'il y a une contradiction avec le discours ambiant. La deuxième chose, et j'appelle l'attention de mes camarades, c'est qu'on veut passer entre 2028 et 2021 d'un taux de couverture de fonctionnement avec les recettes de 48% à 75%. Donc là, c'est l'Himalaya en basket, si vous voulez mon opinion. Pourquoi ? Parce que d'une part, au niveau des dépenses de fonctionnement, il y a 250 000 € de moins en 2021 versus 2018. Donc c'est dans le texte. Et l'autre chose, c'est que sur les cotisations, c'est bien de dire on va aller chercher 2000 cotisants de plus. 2000 fois 108, ça fait 216 000. Bon, c'est bien, c'est mieux que rien, mais ça ne bouge pas le trou. La deuxième chose, je ne voudrais pas que les retraités membres à vie qui vont voir allonger leur taux de cotisation, ce qui est très bien, on aurait dû le faire puisque ça avait été voté, on n'a qu'à suivre nos votes. Il n'en reste pas moins vrai que quand on regarde les appels à cotisation sur la grande association que nous sommes de 34 000, on appelle 23 000. Sur les 23 000, il y en a 18 000 à jour. Donc moi, j'aimerais que nous penchions sur cette vraie question. Je fais confiance aussi à Joël, le futur VP communauté, pour s'y coller. Et le dernier point que je voudrais rajouter, c'est pour ça que je te pose la question, de temps en temps, un petit chiffre, ça fait du bien. 5 000 membres à vie, un tiers qui cotise. Alors on va me dire, oui, mais les autres, ils donnent à la fondation. Ceci étant, l'année dernière, moi, j'ai pu vérifier ça. C'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Alors, c'est pour ça. Et dernier point, le graphique que tu as montré sur les promos, comment elles cotisent. Hormis le débat qu'on peut avoir, pourquoi on n'a pas touché la cotise jeune promo. Je vous rappelle pour les camarades dans la salle que de Paris Tech, on est la seule association où on est jeune promo pendant 10 ans. On pourrait aussi se poser la question. D'autant plus que lorsqu'on regarde le taux d'adhésion, prenez le graphique tout à l'heure, 2015, on est déjà à 70%. Voilà. Donc il y a un truc qui ne colle pas dans la façon de regarder les choses, dans la façon d'attaquer le problème. Je crois qu'il faut l'attaquer par tous les bouts aujourd'hui. Et moi, ça me perturbe, si tu veux, et je suis un ambassadeur, comme tu peux l'imaginer, et dans les dîners en ville et ailleurs. Mais 34 000, je ne les vois plus. Oui. Voilà. Alors, très rapidement, il n'y a pas de contradiction entre le tableau de la page 31 et le graphique. Regarde simplement dans le tableau de la page 31, le chiffre qui est en bas, le solde global, c'est après déduction des legs. Et donc le chiffre que tu as cité, 750 000, c'est avant legs. Voilà, c'est juste une précision de lecture du tableau. Voilà. Oui. Voilà. Donc sur la recherche, sur les cotisations. Il y a eu débat, enfin il y a eu un travail en comité dès le mois de juin, il y a eu des propositions et il y a eu un débat en septembre et le premier principe c'est qu'on respecte le résultat de ce débat. Donc le budget qui vous est proposé, ce n'est pas mon budget, c'est le budget des instances de la SOS qui se sont exprimées, le comité s'est exprimé et sur la révision des cotisations jeunes promo par exemple, il a été retenu et c'est mis dans le document qu'on préférait mettre l'accent sur la mobilisation de nos camarades pour ne pas qu'ils nous quittent et au contraire même qu'ils adhèrent bien à la SOS, même avec une cotisation réduite, plutôt que de dire on va commencer à augmenter leur cotisation. Voilà. C'est un choix qui a été fait, c'est le résultat d'un débat et d'une décision du comité, d'une proposition au conseil d'administration qui a été approuvée. Voilà. Aller chercher des camarades, oui, il y a des membres qui ne sont pas à jour. Il y en a à peu près 5000 qui payent avec du retard. Il y en a extrêmement peu qui attendent la 4e année ou qui payent, on va dire, une année sur 3. Extrêmement peu. Quand on creuse, il y en a à peu près une centaine quand même qui jouent à ça, qui évitent la radiation. Le vrai sujet sont ceux qui oublient de payer. C'est pour ça que la mensualisation nous paraît une solution pour éviter ces oublis et qu'on rattrape ce retard. Parce qu'ils payent, mais plus tard. Il y a toujours des rattrapages. Oui, Jean-Claude Bavoilot, Chalon 72. Je voudrais juste évoquer les groupes territoriaux. Moi qui viens de la Haute-Savoie, j'ai vraiment l'impression que je suis très 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 loin de Paris et des IENA. Donc simplement, si on pouvait tous ici prendre l'engagement que certaines réunions
quelle que soit la structure de la SOS, que certaines réunions puissent être faites dans les groupes territoriaux. Il y a des réunions qu'on peut facilement délocaliser, pourquoi pas dans les Tabines. Moi, je suis assez souvent à Cluny, ce qui ne représente que 2 heures de route. Monter à Paris, vous savez que c'est quelques difficultés. Donc prenons l'engagement de délocaliser et on se rapprochera des groupes territoriaux et tous nos camarades de province se sentiront un peu plus dans la sauce. Je dirais, en tant que provincial, étant à côté d'autres provinciaux, ayant un président provincial, si tu veux, j'ai un peu la même tendance. Voilà. Et on fait des réunions déjà en conférence téléphonique pour s'épargner parfois des déplacements, mais oui, non, mais je sais, on envisage même d'aller faire un bureau à Albi, tu vois, donc on est prêt. Voilà. Et voilà. Au hasard. C'est du hasard. Pourquoi pas? J'ai proposé Saint-Jean-Gaulle national en Saône-et-Loire, mais ça n'a pas pris. Voilà. Bon, on va passer au vote, s'il vous plaît. Alors, Yves. Voilà, donc je rappelle, vous avez 6 délibérations successives. Il est important que chacune soit soumise au vote. Donc chacun reprend son petit boîtier. Donc je rappelle, 1 pour, 2 contre, 3 abstentions. Top départ, je sonne, attention. Vous pouvez y aller. On s'améliore, on est meilleur. Hein. Ça progresse. Je pense que l'outil maintenant est chaud, c'est bon. Ah. Ceux qui ont leur nom, vous faites poubelle et vous revotez. Donc je pense que ce vote-là est acceptable. On va passer au vote suivant. Allez, on avance. Sinon on va passer la journée. Ça marche pas? Et refais, tu as fait poubelle, hein? Fais poubelle. Et tu revotes. Vas-y. Allez. Bon, allez. Le vote est terminé, vas-y. Voilà. Donc 88,68 pour, 11,32 contre, 5 voix d'abstention. Alors, troisième résolution. Deuxième. Il y a marqué résolution de 3. Oui, oui. C'est le troisième vote. Hein. Alors, lancement du projet. Tout le monde voit ce qui est affiché? Allez, c'est bon. On arrive au bout. Alors, on va passer au vote suivant. D'abord, le résultat, 95,47 pour, 4,53 contre, 15 abstentions. Résolution 4, lancement, étude de la redistribution des aménagements. Ouais, attention. Allez-y.
Allez, Robert. Une question, oui. Oui. Vote terminé. Alors, 76,77 pour, 23,23 contre, 9 abstentions. Résolution suivante. Budget, frais de fonctionnement. Alors, vous êtes prêts? Allez, allez, un petit effort. Axel. Allez, dès que j'arrive. Jean. Napols. Napols. Allez, vote terminé. 76,82% pour, 23,18 contre, 17 abstentions. La résolution est approuvée. Résolution 6, cotisation membre à vie. Top. Une question là-bas? Non? Non, on devient meilleur là. Roger. Tu panaches? Roger fait du zèle. Tu es noir, Roger. Je ne sais pas ce qui se passe. Vote terminé. C'est comme ça. Désolé. 92,33% pour, 7,67 contre, 7 abstentions. Alors, résolution suivante. Ressources et cotisations. Approbation du budget des ressources et fixation. La cotisation à 108 €. Alors, c'est parti. Ouais, là, attention, on va recommencer, je pense. Yves, on va remettre à 0. On va recommencer. Attends. C'est bon? Non? Ah, attention, ne bougez pas. Allez, on va recommencer. Allez-y, top. C'est bon. Voilà, il y en a beaucoup trop qui sont... donc faites poubelle et revotez. Ça bug là. Ça y est, ça progresse. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Luc. Allez, allez. Allez, allez. Marc. Qu'est-ce que tu fais du panachage, Marc?
Allez, vote terminé. 86,69% pour, 13,31 contre, 17 abstentions. La résolution est acceptée. C'est bien. Merci. Didier. C'est encore Didier qui continue.